L'objectif de ce webinaire aujourd'hui est de faire un focus sur des dispositifs techniques et financiers mobilisables par les collectivités en Hauts-de-France. Donc, le premier dispositif qui vous sera présenté est Territoire engagé pour la nature. Ensuite, vous sera présenté l'appel à manifestation d'intérêt biodiversité en commun. Une présentation des fonds européens via le fonds FEDER et les volets biodiversité de celui-ci vous seront également présentés. Et on finira par une présentation de l'outil Aide Territoire, qui est une plateforme. Et enfin, on vous fera un petit point d'actualité. À défaut de pouvoir faire un tour des caméras, vu le nombre de participants, au moins pour vous donner une idée des inscriptions et des personnes présentes, donc vous êtes un peu plus de 150 personnes à vous être inscrits à ce webinaire, ce qui représente une très grosse moitié de communes, un quart de PCI et également quelques acteurs qui peuvent accompagner et être partenaires des collectivités. Aujourd'hui, donc, je vais passer la parole à chacun d'entre nous. Donc, 3 intervenants. Moi-même, Mélanie Beauchamp, je fais partie de l'Agence régionale de la biodiversité des Hauts-de-France, en charge du volet mobilisation des territoires. Et cette mission est hébergée par l'Union régionale des CPIE. Jules, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Jules Méran, je suis chargé d'appui à l'ingénierie des collectivités au sein de l'Agence régionale de la biodiversité des Hauts-de-France. Moi, je suis pour ma part hébergé au sein d'espaces naturels régionaux et c'est moi qui vous présenterai notamment l'AMI Biodiversité en commun que je pilote et également la page Aide Territoire dédiée aux aides en faveur de la biodiversité en région. Julie, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, Julie Sirakowski, je suis chargée de mission éco-citoyenneté active pour la nature à la direction de l'eau et de la biodiversité au Conseil régional Hauts-de-France. Et donc, moi, à ce titre-là, j'instruis des dossiers FEDER en lien avec l'éco-citoyenneté et je vous présenterai le type de projet qui peut bénéficier de fonds FEDER instruits par la direction de l'eau et de la biodiversité. Merci Julie, merci Jules. Et donc, pour débuter ce webinaire, le dispositif Territoire engagé pour la nature. Ce dispositif est un dispositif national avec une gouvernance régionalisée. Il a été initié par le ministère de la Transition écologique et Régions de France avec une coordination nationale faite par l'Office français de la biodiversité. Au niveau régional, ce dispositif est piloté et également le jury se compose de 5 membres que sont la DREAL Hauts-de-France, la région Hauts-de-France, la direction régionale de l'Office français de la biodiversité et les 2 agences de l'eau, Artois-Picardie et Seine-Normandie. Il est animé et accompagné en région par l'Agence régionale de la biodiversité via la mission hébergée par l'URCPIE. Ce dispositif s'adresse à qui? Il s'adresse à l'ensemble des collectivités infradépartementales, EPCI, mais également communes, pôles d'équilibre territorial et rural et pôles métropolitains. L'idée, c'est que l'ensemble de ces collectivités sont concernées et peuvent candidater à ce dispositif, quelle que soit leur taille, leurs moyens et aussi les enjeux de leur territoire en matière de biodiversité, mais aussi quel que soit leur niveau d'avancement, aussi bien que vous soyez des collectivités débutantes en matière de biodiversité ou qui œuvraient depuis de nombreuses années sur le sujet, ou qui avaient peut-être œuvré un moment et qu'il y a eu une période, en effet, de latence. Le but, c'est vraiment de pouvoir impliquer un panel le plus large possible de collectivités dans la démarche et en faveur de la biodiversité. Aujourd'hui, au niveau national, il y a un peu plus de 600 collectivités qui font partie de ce réseau. Au niveau régional, aujourd'hui, nous avons 32 collectivités qui bénéficient de cette reconnaissance territoire engagé pour la nature. Et lors de la dernière session du premier semestre 2025, 10 collectivités ont rejoint le programme, 4 ont renouvelé leurs engagements, donc vous verrez un peu le principe, au bout de leurs 3 premières années, à savoir la communauté urbaine de Dunkerque, la communauté d'agglomération du Douaisis, Cœur de Fondrago et également la ville de Le Portel. On a 6 nouvelles collectivités qui ont rejoint le réseau cette année, la ville de Lens, la commune d'Éclusievo, la ville de Péronne, Anzin,
Anglo et le village de Quérieux. L'idée aussi de vous illustrer ces collectivités qui viennent rejoindre le réseau, c'est de vous donner aussi une idée de la diversité des profils, avec aussi bien des EPCI, des EPCI rurales, mais aussi des très grosses EPCI. Également, on a de plus en plus de petites collectivités qui rentrent dans le réseau, et à savoir par exemple la commune d'Éclusievo et Quérieux, qui sont des villages. Quérieux, c'est à peu près 600 habitants, et Éclusievo, on est même à moins de 100 habitants. Donc vraiment, voilà, le dispositif se veut vraiment ouvert à tous. Et là, en ce moment, il y a la deuxième session de candidature dont les dossiers sont en instruction et ils seront présentés en jury d'ici fin d'année. Et on est également de nouveau à une petite dizaine de collectivités. Quel intérêt pour une collectivité d'aller vers ce dispositif? Tout d'abord, pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour formaliser un programme d'action, une feuille de route qui vous permettra de candidater à cette reconnaissance. Une fois en effet que votre dossier sera donc validé, reconnu par ce jury régional, l'idée ensuite c'est de pouvoir bénéficier d'une porte d'entrée et d'un interlocuteur privilégié pour vous aider à identifier et à vous mettre en relation avec des financeurs, également des partenaires techniques. Aujourd'hui, il n'y a plus de financement direct octroyé au dispositif TEN en région, mais ce qui ne veut pas dire que demain, il pourrait y en avoir de nouveau, puisqu'on avait pu avoir pour les collectivités TEN via un dispositif France Relance une bonification de 30% grâce à la DREAL Hauts-de-France. Aujourd'hui, à minima, le fait d'être connu TEN peut par contre permettre d'avoir des points en plus quand il y a, disons que dans le cadre de l'analyse et l'instruction dans un dispositif de financement, selon les critères du financeur, et c'est celui-ci a en effet intégré dans sa grille de critères le dispositif TEN, à dossier égal, une collectivité TEN pourrait être privilégiée par rapport à une autre. Également, bénéficier d'une valorisation nationale, régionale et locale à travers l'organisation d'événements, le fait de pouvoir aussi solliciter l'ensemble des collectivités de ce réseau pour témoigner et partager leur retour d'expérience sur les différentes actions qu'elles peuvent porter. Également, rejoindre ce que l'on appelle le club des engagés, donc ça regroupe l'ensemble des collectivités reconnues, territoires engagés pour la nature, mais également les collectivités porteuses d'Atlas de la biodiversité communale, et également celles ayant concouru au concours Capitale française de la biodiversité. Et donc l'idée de ce club des engagés, c'est de pouvoir favoriser le partage d'expériences entre collectivités engagées, mais aussi contribuer à la montée en compétences de celles-ci, donc à travers différents événements qui peuvent être organisés, donc des webinaires, comme celui-ci aujourd'hui. Également, de pouvoir participer et contribuer à l'identification de retours d'expérience en région. Donc, a pu être créé par l'intermédiaire des témoignages des collectivités engagées, des podcasts qui sont disponibles. On pourra vous mettre le lien aussi dans la conversation si vous souhaitez les écouter. Et également tout ce qui peut être visite inspirante, atelier sur le terrain pour pouvoir mettre en avant des réalisations de collectivités, mais aussi aborder des problématiques sur lesquelles vous êtes confrontés dans votre quotidien et où ce réseau de collectivités et ces échanges entre vous pourraient permettre de pouvoir identifier des leviers ou en tout cas aussi des méthodes pouvant répondre à vos problématiques. Comment candidater à ce dispositif? Eh bien, il y a un dossier à remplir. Ce dossier se compose de deux parties. Une première partie un peu plus en format questionnaire avec différentes questions qui ont pour vocation de vous aider à faire un état des lieux de vos pratiques, de savoir où vous en êtes aujourd'hui en matière de connaissances et d'action en faveur de la biodiversité. L'idée, c'est pas que vous soyez exemplaire, c'est justement d'identifier où sont en quelque sorte les trous dans la raquette et où il y aurait possibilité pour vous d'aller plus loin et d'améliorer les choses de manière à proposer dans la deuxième partie de ce dossier des fiches actions sur des projets que vous souhaiteriez mettre en œuvre dans les 3 ans à venir. Ces actions peuvent regrouper 4 grands
items, l'amélioration des connaissances, la protection et la restauration de la biodiversité, tout ce qui concerne l'aménagement et la gestion durable du territoire, et enfin l'éducation citoyenne à la nature. Le jury régional regardera donc ce dossier, à la fois là où vous en êtes, et surtout vers où vous voulez aller. Et c'est surtout cette partie-là que le jury analyse. Et l'idée derrière, ça va être de pouvoir de regarder en effet les critères que le jury regarde, c'est est-ce que cette action est impliquante? Quel public souhaitez-vous et envisagez-vous de mobiliser dans votre action? Votre action est-elle transversale? Est-ce que vous associez, selon, donc si vous êtes des collectivités disposant d'ingénierie organisée forme de service, est-ce que vous sollicitez plusieurs de vos services? À l'échelon d'une petite commune, ça peut être aussi, est-ce que le conseil municipal est mobilisé? Est-ce qu'il y a des référents d'identifier au sein du conseil municipal, mais aussi au sein des habitants? Est-ce que votre projet est-il proportionné à vos moyens, à vos capacités, mais aussi aux enjeux de biodiversité de votre territoire? Également, la notion d'additionnalité, les actions qui sont attendues, ce sont bien sûr des actions qui vont au-delà de vos obligations réglementaires. Typiquement, on prend souvent l'exemple d'une mesure compensatoire. Si vous proposez dans votre fiche d'action la réalisation d'une mesure compensatoire, cette action ne sera pas retenue puisque vous êtes dans l'obligation de la faire. Par contre, si vous proposez des actions qui vont au-delà de cette mesure compensatoire ou qui sont dans la poursuite et dans la suite de celle-ci, mais sans cette obligation de faire, mais dans cette volonté d'aller plus loin, ça, c'est tout à fait recevable. Également, de pouvoir indiquer des indicateurs de suivi de manière à pouvoir faire le bilan avec vous au bout des 3 ans sur ce que vous aurez pu ou pas réaliser dans le cadre de votre programme d'action. Et même si ça peut paraître évident que cette action ait des impacts positifs en faveur de la biodiversité. Et donc, l'idée aussi, voilà, c'est de pouvoir vous accompagner tout au long de votre démarche de rédaction de votre dossier, soit répondre à des questions si vous avez des difficultés pour la partie questionnaire du dossier, ou aussi vous apporter des conseils sur les actions que vous pourriez proposer. Quelques idées d'actions que les collectivités sur lesquelles les collectivités se sont engagées ces dernières années. Donc, par exemple, la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale. Également des actions sur, au-delà d'un schéma de trame verte et bleue et de corridors écologiques, on a des collectivités, par exemple, qui ont voulu ajouter un nouveau volet. C'est le cas avec l'agglomération Maubeuge-Val-de-Centre qui a voulu travailler le sujet de la trame noire, c'est-à-dire tout ce qui peut concerner le volet pollution lumineuse. Également, le fait de mettre en place des séances participatives avec ses agents. Des inventaires, donc les inventaires, ça peut être des inventaires globaux à l'échelle de la commune, mais ça peut être aussi, s'il y a des choses qui ont pu être réalisées, de cibler certains groupes d'espèces ou certains sites de votre territoire. Une fois qu'on a ces démarches un peu de connaissance et quelques éléments de diagnostic, ça peut être d'aller un peu plus loin, par exemple, sur le sujet de la trame verte et bleue, en identifiant de nouveaux espaces qu'il serait intéressant de pouvoir préserver dans le cadre, par exemple, de documents d'urbanisme. Là, on parle d'action peut-être à l'échelle du territoire complet de la collectivité, mais vous pouvez aussi proposer des actions de connaissance sur des sites ciblés parce qu'il y a un enjeu que vous avez identifié et donc il vous paraît important de pouvoir regarder de plus près ce qui se passe à l'échelle de ce site. Concernant la protection et la restauration de la biodiversité locale, on peut retrouver ici les actions qui peuvent concerner la végétalisation des cimetières et toute action favorable à la biodiversité au sein de ces espaces. Les actions, le fait que des collectivités souhaitent déployer, par exemple, l'éco-pâturage en lien ou pas avec la gestion des espèces exotiques envahissantes, telles que la renouée avec le CISIAF. Également des actions de restauration de mares ou de création. Sur le sujet des solutions fondées sur la nature et également de renaturation, par exemple avec la communauté urbaine de Dunkerque, l'exemple de la réouverture d'une portion de canal et de cours d'eau sur leur territoire. Là, on fait un peu le lien entre participation et mobilisation citoyenne, préservation aussi de patrimoine avec une réhabilitation de blocos en faveur de la création de gîtes pour les chiroptères avec la commune d'Étaples.
Sur les thèmes aménagement et gestion durable du territoire, on a par exemple la mise en place d'une charte de l'arbre et du suivi du patrimoine arboré sur la commune d'Étaples. Tout ce qui peut être aussi en lien avec la gestion durable du territoire et en particulier du littoral, également sur la commune d'Étaples. Ou aussi, on a des EPCI qui souhaitent faire du lien avec les zones d'activité et la mobilisation des entreprises aussi sur ces actions et ces sujets de biodiversité. Et donc là, Douaisis Agglo qui a rédigé 2 guides à l'attention des entreprises pour les accompagner dans ces démarches. Sur le volet éducation citoyenne à la nature, on peut aussi citer la mise en place de clubs nature, l'organisation de sorties, de balades avec des partenaires. Donc là, par exemple, c'est un partenariat que la ville de Bailleul a mis en place avec le Conservatoire botanique de manière à proposer un programme de sortie sur leur territoire. Il peut y avoir aussi la création d'outils pédagogiques, comme cette malle mise à disposition des équipes enseignantes du territoire de Douaisis Agglo. Également, tout ce qui peut concerner la mise en place et l'élaboration de programmes d'animation, d'ateliers, à l'attention de différents publics, que ce soit des scolaires, des habitants, mais aussi des associations locales. Et là, est donné aussi l'exemple, bien sûr, d'événements nationaux sur lesquels vous pouvez vous inscrire, comme la Fête de la Nature. Pardon. Et donc, en termes de, on va dire, de calendrier pour pouvoir candidater, il y a à l'heure actuelle 2 sessions de candidature. Une première session qui se clôt en janvier et une seconde en juillet. Et donc là, la prochaine session se clôturera le 15 janvier 2026. Vous pouvez prendre mon attache via l'adresse mail animation-ten@cpe-haut-de-france.fr pour me poser des questions et aussi me solliciter pour télécharger le dossier, obtenir le dossier de candidature. On a eu un changement de plateforme la semaine dernière au niveau national, donc le temps de mettre en place la page. Préférez en effet, venez directement par mail pour avoir le dossier. Et sinon, vous retrouvez aussi des différentes informations via la page nationale du dispositif Territoire engagé pour la nature. Je vous propose en effet, si vous avez des questions, de les formuler dans l'outil conversation. Alors Mélanie, tu avais une question sur bonjour, pour un EPCI ayant déjà été reconnu TEN, est-il possible de candidater à nouveau? Si oui, sous quelles conditions? Est-ce que par hasard, tu peux me confirmer quel EPCI peut-être pose la question? Non, j'ai pas l'information. Ah, pas l'info. Non, il n'y a pas de souci. Je vais le faire en direct. Donc, il faut savoir qu'en effet, TEN, c'est un dispositif de reconnaissance à 3 ans. Vous êtes reconnu pour une période de 3 ans pour les actions que vous avez proposées dans votre dossier de candidature et pour lesquelles vous engagez à réaliser dans ces 3 ans. Et donc, au bout des 3 ans, on réalise un bilan avec vous, donc un entretien et un rendez-vous est pris, de manière à faire le point sur ce que vous avez pu ou pas mener au cours de ces 3 années-là, et réfléchir avec vous sur les suites ou quelles pourraient être les nouvelles actions que vous pourriez proposer pour un nouveau cycle de reconnaissance. Donc ça, c'est ce qui est fait à minima avec vous dans votre démarche de renouvellement au bout de 3 ans, mais sachant bien sûr, si vous avez des questions ou des besoins sur votre programme d'action au cours des 3 ans, vous pouvez tout à fait venir vers nous pour bénéficier de conseils et d'un appui. Et donc, pour répondre à ta question, c'est la communauté de communes Pays d'Opale. Très bien. Je prévoyais de revenir vers vous puisqu'en effet, il y a eu un changement de votre côté sur le référent. Donc, il n'y a pas de souci, on pourra en rediscuter de manière plus précise si vous avez besoin. Alors, est-ce que tu vois le chat ou tu as besoin que je te les dise? Je viens de le réafficher, il avait disparu. Parfait. Je te laisse Donc, je répondre reprends la directement alors. Alors, il y a une sollicitation concernant le syndicat de la Nonette. En effet, vous avez déposé un dossier au titre de territoire engagé pour la nature et le jury régional de TEN vous a recommandé de vous orienter vers un second dispositif, puisqu'il faut savoir qu'au niveau national, il y a ce que l'on appelle un triptyque désengagé. En fin de compte, il y a territoire engagé pour la nature,
entreprises engagées pour la nature et il y avait le dispositif partenaires engagés pour la nature pour lequel on vous a redirigé. Ce dispositif a subi une évolution l'année dernière. Il est devenu le dispositif ambassadeur pour la nature. Donc, il y a eu plusieurs interlocuteurs au niveau national. Je vais essayer d'obtenir en effet le contact actuel sur ce nouveau programme qui est ambassadeur afin de vous le transmettre et de pouvoir en effet avoir une réponse sur les suites à donner de votre dossier. Donc, nous, on l'a bien identifié. Moi, je transmets régulièrement la demande, mais comme il y a eu ces changements, c'est vrai que sur cette dernière année 2025, je n'ai pas réussi à avoir une réponse précise, mais je vais revenir vers le national. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Oui, c'était pour la question qui a été posée, à laquelle tu viens de répondre. Oui, d'accord, concernant partenaire. Donc, en effet, le dispositif, c'est aujourd'hui ambassadeur pour la nature. Je vais regarder en direct. Si je peux vous transmettre un lien durant le webinaire par le chat, je le ferai. Alors, hop, la création d'une maison de l'environnement peut-elle être reconnue telle? Alors, l'idée, c'est qu'on ne reconnaît pas une action, mais qu'on reconnaît un ensemble d'actions et en gros une feuille de route à 3 ans. Donc, le fait de vouloir en effet mettre en place une maison de l'environnement sur votre territoire peut tout à fait faire partie des actions proposées dans le cadre de votre programme d'action pour candidater à la reconnaissance thème. Les dates pour les renouvellements sont à peu près les mêmes, mais pour ceux qui pour ceux dont votre première vague de renouvellement arrive à son terme en début d'année 2026, l'objectif, c'est plutôt de vous orienter sur la session de juillet 2026 et pas celle de janvier 2026. Et donc, je vais prendre contact avec vous justement en début d'année pour convenir de ce premier rendez-vous d'échange avec vous. L'idée, c'est d'avoir après à peu près 6 mois pour construire votre nouveau programme d'action. Alors, y a-t-il des liens entre le label Ville et Village Fleuri et Territoire engagé pour la nature? Oui, tout à fait. En tout cas, les deux démarches sont complémentaires. Aujourd'hui, le dispositif Ville et Village Fleuri concerne un ensemble de critères en lien avec la notion de l'amélioration du cadre de vie. Et donc, dans cette grille de critères, il y a en effet des items sur le sujet de la biodiversité. Et c'est là où, pour les collectivités qui font partie du réseau et Village Fleuri, il peut être intéressant pour vous d'aller vers ce dispositif TEN quand vous souhaitez justement approfondir ce sujet biodiversité, puisqu'après, en effet, c'est pris en compte et ça fait partie de critères qui vous donneront, en effet, permettront de cocher aussi les attendus du dispositif Ville et Village Fleuri. Alors, j'ai entendu un bip-bip, mais non, c'est bon. C'est par rapport aux personnes qui sont entrées. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les partager dans le chat. On pourra aussi répondre en direct. Ah, il y a une question qui vient d'arriver. Est-il conseillé de commencer par le label VVF ou le dispositif TEN? Les deux démarches sont vraiment complémentaires. Je vous recommanderais plutôt de prendre en effet la tâche des animatrices des deux dispositifs. Donc, moi-même pour le dispositif Territoire engagé pour la nature. Et si vous voulez, je vais partager aussi dans le chat les informations dont j'ai pour le dispositif Ville et Village Fleuri. En fonction, en effet, de là où vous en êtes par rapport à ce sujet aussi des espaces verts, ça sera peut-être aussi de voir de votre côté ce qui vous semble le plus approprié pour débuter, mais sachant que vous pouvez tout à fait vous lancer dans les deux dispositifs en parallèle, puisqu'ils sont complémentaires. Jules, je te propose de prendre la suite. Donc là, Jules va intervenir pour vous présenter un dispositif aussi complémentaire à celui qu'on vient de vous présenter et qui va plus loin en termes d'accompagnement et qui cible certaines collectivités des Hauts-de-France.
J'arrête mon partage. Non, c'est bon, tu as pris la main. Ouais, c'est bon, parfait. Merci Mélanie. Alors, je vais me mettre en mode présentation. Normalement, c'est bon. Tu me le confirmes, Mélanie? Tout à fait. Parfait. Donc, très bien. Moi, je vais vous présenter l'AMI Biodiversité en commun qui a été lancé par l'ARB Hauts-de-France au début du mois de novembre. Donc, avant de vous présenter le contenu de l'AMI, j'aimerais revenir d'abord sur le contexte, d'où vient cette AMI et pourquoi on le porte. Alors pour ça, il faut revenir en début d'année où on a mené un travail de recherche sur les difficultés, les obstacles que peuvent rencontrer les collectivités lorsqu'elles décident de mettre en œuvre des projets ou des politiques en faveur de la biodiversité. On avait envie d'aller comprendre quels étaient les mécanismes en cours au-delà des difficultés techniques et financières que les collectivités que vous pouvez rencontrer. Donc pour cela, on a été notamment accompagné par une stagiaire Canimason qui a réalisé une étude en recherche-action pendant 6 mois en rencontrant les collectivités de la région et les partenaires qui les accompagnent pour essayer de mieux comprendre ce qu'il en était en région. Donc pour ça, on a travaillé à identifier à la fois des freins cognitifs et des enjeux géopolitiques locaux qui peuvent freiner dans la mise en œuvre d'actions en faveur de la biodiversité. Alors je ne vais pas revenir aujourd'hui dans tous les détails de cette étude et de ce qu'elle nous apprend parce que ce n'est pas l'objet, ce qui vous intéresse surtout, c'est l'AIMI, mais c'est important de comprendre dans quel contexte on s'inscrit pour savoir derrière ce qu'on propose. Donc rapidement, les deux grands enseignements de cette étude, c'est il y a des difficultés, il y a des freins, des obstacles au-delà des problèmes financiers ou techniques que peuvent rencontrer les collectivités, qui sont à la fois liés au mode de pensée des individus et aussi dans les structures au sein des collectivités ou les acteurs avec lesquels vous travaillez qui peuvent freiner la mise en place de projets en faveur de la biodiversité, que ce soit lié aux habitudes, au manque de connaissances sur la biodiversité, à la hiérarchisation classique qu'on fait des enjeux où la biodiversité peut arriver en bout de course, d'où l'intérêt de comment on réintègre cet enjeu parmi les autres enjeux qui sont traités au sein d'une collectivité. Et puis un autre type de frein qu'on a regroupé sous ce qu'on appelle la géopolitique locale, ou autrement dit le jeu d'acteurs en local. Il y a des conflits d'acteurs qui ont pu avoir lieu dans le passé, il y a des enjeux politiques et une temporalité liée à un mandat qui n'est pas forcément toujours compatible avec une temporalité de préservation de la biodiversité qui s'inscrit souvent dans le très long terme. Et puis il y a des acteurs en local qui peuvent s'organiser et parfois être bloquant ou à l'inverse être facilitant dans le déploiement de politiques en faveur de la biodiversité. Face à ça, on a essayé de chercher quels pouvaient être des leviers pour essayer de dépasser ces difficultés. Et un des enseignements majeurs qui ressort, c'est celui de créer des dynamiques collectives de changement. Ou autrement dit, quand on veut faire de la biodiversité, si on veut réussir à aller jusqu'au bout ou essayer de porter des projets un peu plus structurants, il faut mobiliser les acteurs de notre territoire, il faut mobiliser en interne de notre collectivité pour réussir à se mettre autour de la table et construire quelque chose d'ambitieux et à la hauteur des enjeux. Donc ça peut se décliner de différentes manières. On a exploré notamment ce qu'on appelle l'agir communicationnel, ou plutôt le dialogue territorial qui peut-être parle à certains d'entre vous, où l'idée c'est de mobiliser les différents acteurs du territoire et de les faire dialoguer entre eux pour permettre de construire un objet commun ici autour de la biodiversité. Tout ça, in fine, pour notamment aussi nourrir de nouveaux récits territoriaux, à la fois comment on se raconte le passé de notre territoire, notre histoire, et comment on se projette vers des trajectoires de développement qui peuvent sortir des trajectoires plus classiques et qui intègrent la dimension de l'environnement et de la biodiversité. Donc tout ça, ça peut vous paraître peut-être un peu plus macro et moins dans les réalités concrètes que vous rencontrez, mais
Nous, on part vraiment du constat et de ce qui nous a été remonté de la part des collectivités avec cette enquête. Et l'idée de l'AMI, ça va être justement d'aller travailler sur ces difficultés-là qu'on a identifiées pour réussir à vous accompagner à aller au bout de vos projets en faveur de la biodiversité. Donc maintenant, je vais passer au cœur de l'AMI. Donc l'AMI biodiversité en commun, l'objectif principal, c'est celui de co-construire une dynamique territoriale en décloisonnant le sujet de la biodiversité à travers la mobilisation des élus, des techniciens, mais également en externe d'une collectivité, c'est-à-dire son territoire, les acteurs socio-économiques et les habitants. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. Comment faire ensemble, comment faire de la biodiversité un sujet commun et comment faire commun, faire territoire autour de cette question de la biodiversité. L'accompagnement proposé, c'est 2 à 3 ans à compter du second semestre 2026 en fonction des projets qui seront sélectionnés. Et il s'agit d'un soutien en ingénierie de projet et en animation territoriale. J'anticipe déjà les questions. Il ne s'agit pas d'un soutien financier à la réalisation d'une étude ou d'un projet, mais bien d'un temps humain qui vous sera dédié pour vous accompagner en méthodologie, en animation territoriale, en ingénierie de projet. Il y a 2 volets vis-à-vis de cet accompagnement-là. Un accompagnement qui sera individualisé pour vous aider à concevoir et mettre en dynamique collective votre projet ou votre programme d'action en faveur de la biodiversité. Et en parallèle, un accompagnement collectif qui rassemblera les différents lauréats du dispositif à travers des temps de sensibilisation et de formation communs et des échanges entre pairs pour monter en compétence sur le sujet de la biodiversité et de la mobilisation locale. En termes d'accompagnement individualisé, si je rentre un peu plus dans les détails, l'idée, ça va être d'analyser et de comprendre vos besoins et vos enjeux avec vous. Ensuite, voir comment on va pouvoir mobiliser les différentes parties prenantes de votre projet ou de votre plan d'action et de co-construire justement ce projet avec ces parties prenantes en faisant le pari que c'est justement à travers cette co-construction qu'on va pouvoir créer une véritable dynamique et trouver des solutions qu'on n'a pas forcément nous de notre côté. Un appui à la recherche de financement si nécessaire pour mener à bien les actions identifiées et enfin forcément un volet de valorisation de la démarche. Cette AIMI, l'objectif, ça va être de recruter 4 collectivités en région et une des caractéristiques principales, c'est qu'on est dans une démarche expérimentale. On est sur un AIMI qu'on lance avec un sujet qui est nouveau, qui n'a pas été énormément traité en région. Et l'idée, c'est qu'on puisse, nous, avec vous, tester des méthodes de travail, des méthodes d'animation, et qu'on essaye de comprendre à travers 4 sites pilotes en région, qui seront les 4 collectivités sélectionnées, quelles sont les difficultés rencontrées quand on s'attaque au sujet de la biodiversité et comment on arrive petit à petit à les dépasser pour ensuite pouvoir proposer des solutions plus largement à l'ensemble du territoire et pourquoi pas des modalités d'accompagnement complémentaires. Donc il faut le voir en termes de valorisation de la démarche dans les 2 sens pour vous, puisque ça va permettre à une collectivité de valoriser les actions qui seront mises en place, et de notre côté aussi d'avoir du retour d'expérience pour mieux comprendre comment mieux accompagner finement des collectivités sur ce sujet. Vous venez d'avoir une présentation du dispositif TEN, donc grâce à Mélanie, vous maîtrisez maintenant tous les détails de ce dispositif, mais vous pouvez peut-être vous poser la question de l'articulation avec cette AIMI. Déjà, c'est bien 2 dispositifs distincts. L'AIMI, c'est, comme je viens de le dire, un dispositif expérimental et ponctuel, alors que pour le dispositif TEM, on est vraiment sur un dispositif de reconnaissance d'engagement qui est récurrent avec des sessions de candidature chaque année. Pour autant, il y a des liens entre ces 2 dispositifs. Le premier, qui est le plus évident peut-être, c'est que l'AMI biodiversité en commun, en tout cas l'accompagnement qui vous sera proposé dans cette AMI, pourra peut-être conduire à une candidature TEN in fine, si vous avez pu concevoir des actions, un plan d'action qui pourrait être valorisé dans le cadre du dispositif. À l'inverse, si vous êtes territoire engagé pour la nature, cette AMI peut également s'adresser à vous. Vous n'en êtes pas du tout exclu,
notamment si vous rencontrez des obstacles dans la mise en œuvre de votre plan d'action, et notamment des difficultés vis-à-vis des sujets que j'ai pu rapidement évoquer au début, que ce soit de l'ordre de la mobilisation de vos parties prenantes, des acteurs en interne de votre collectivité, des blocages liés à peut-être des acteurs qui ne comprennent pas telle ou telle action. Là, ce sera tout à fait pertinent de pouvoir solliciter un appui supplémentaire via cette AMI qui propose un accompagnement plus sur mesure et adapté dans la mise en œuvre de vos actions. Quels projets peuvent être soutenus? Alors, je vous ai mis que tout projet visant à préserver, restaurer la biodiversité, et surtout, quel que soit son niveau de maturité. L'idée, c'est de partir d'une idée, d'une intention, ou peut-être de quelque chose que vous commencez à mettre en œuvre, et de vous inviter à travers une méthodologie, à revoir vos enjeux collectivement, à revoir autour de la table, avec autour de la table les acteurs de votre territoire pour construire justement ce projet. Donc il ne faut pas être freiné si vous sentez que vous avez une intuition d'un projet mais qu'il n'est pas construit. On est vraiment sur un appel à manifestation d'intérêt et non pas un appel à projet construit et définitif. En termes de sujets, c'est tous les sujets liés à la biodiversité. Je vous ai mis ici une liste non exhaustive, que ce soit des sujets qui sont peut-être directement orientés biodiversité ou des portes d'entrée également plus transversales sur d'autres enjeux, mais qui recoupent complètement la biodiversité, où la biodiversité pourrait être un support de solution vis-à-vis d'autres enjeux de votre territoire, comme par exemple la gestion des risques et l'adaptation au changement climatique, et d'autres enjeux plus transversaux qui seront explorés à travers cette AMI, que ce soit la mobilisation citoyenne, l'acculturation des élus ou des services. Donc je le redis, la liste elle n'est pas exhaustive et elle est là plus comme une source d'inspiration dans des clés d'entrée, mais soyez créatifs sur vos propositions en partant surtout de vos besoins et des choses que vous pouvez identifier sur vos territoires. À présent, qui peut candidater et comment candidater? En termes de critères d'éligibilité, donc cette AMI s'adresse bien aux collectivités de la région Hauts-de-France et on a fait le choix d'en exclure les collectivités qui sont sur un territoire et qui adhèrent à un parc naturel régional. L'objectif pour nous, c'est d'aller accompagner des collectivités en manque d'ingénierie qui ont peu de moyens humains et financiers dédiés à cette question de la biodiversité. Et on a considéré que les collectivités qui faisaient partie des PNR avaient à disposition déjà une équipe forte d'une expertise sur le sujet et qu'il serait préférable de concentrer nos efforts, puisqu'on va sélectionner que 4 sites pilotes sur des territoires moins pourvus sur ce volet-là. Et ensuite, un critère limitatif en termes d'habitants, un seuil à ne pas dépasser, pour encore une fois privilégier des collectivités moins dotées financièrement. Donc pour les communes, ce sera on se concentrera sur les communes de moins de 40 000 habitants et pour les EPCI de moins de 100 000 habitants. Ensuite, pour candidater, il faudra envoyer le dossier avant le 30 janvier 2026, puisque les candidatures sont ouvertes depuis le début de novembre. Il y aura 2 documents à fournir. Le dossier de candidature complété, qu'on a appelé cadre de réponse, qui est à votre disposition, et également une lettre d'engagement signée par l'exécutif de la collectivité, donc le maire de la commune ou le président de l'EPCI, pour attester de votre motivation. On a essayé de penser à un dossier de candidature relativement accessible, qui ne soit pas technique. L'idée, c'est que nous, on puisse comprendre quels sont vos enjeux, d'où vous partez, vos besoins, et surtout que vous puissiez exprimer votre motivation. Ça va être ça le plus important. Nous, on veut pouvoir venir en aide notamment à tout type de collectivités, même celles qui n'ont pas encore beaucoup investi cette question de la biodiversité. Donc, on a essayé de produire quelque chose qui nous permette à la fois d'évaluer de la pertinence de votre candidature et qui vous soit aussi accessible. En termes d'envoi des dossiers, ce sera par envoi électronique aux 2 adresses mail qui apparaissent à l'écran, celle de l'ARB et la mienne. Je l'ai écrit, mais ça paraît évident, c'est de lire attentivement le règlement de l'AMI qui est à disposition, qui précise en détail ce que je vous présente là aujourd'hui, notamment les critères d'éligibilité, qui vous rappelle les règles de candidature et qui vous précise aussi la procédure de sélection et l'accompagnement qui vous est proposé. J'insiste sur le fait de le lire en entier dans
le détail pour vous éviter d'avoir des dossiers incomplets et d'avoir des candidatures rejetées pour des manquements aux obligations qui y sont liées. Alors, vous pourrez retrouver l'ensemble des documents sur le site de l'ARB Hauts-de-France, le site du patrimoine naturel des Hauts-de-France. Je vous ai mis le lien à l'écran et un QR code pour ceux qui veulent s'empresser d'aller y jeter un œil. Je vous mettrai par la suite le lien également dans la conversation de Teams. Et je vais terminer en disant que moi, je suis à votre disposition si vous avez besoin de renseignements complémentaires, si vous avez besoin d'aide lors de l'élaboration de votre dossier pour répondre à des questions, s'il y a des choses où vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui serait le plus pertinent de compléter pour telle ou telle question, si vous n'êtes pas sûr sur telle ou telle pièce justificative. L'idée, c'est de pouvoir vous accompagner durant cette période-là. Alors moi, je ne pourrais pas, bien entendu, élaborer le dossier à votre place, mais l'idée, c'est de pouvoir vous faciliter au mieux le travail et que la procédure de candidature ne soit pas un frein pour vous à accéder à cet accompagnement qu'on vous propose. Donc, si vous avez des questions, là, on a un petit temps où je peux y répondre, et sinon, je serai bien sûr disponible plus tard si au moment de l'élaboration de vos dossiers, vous avez d'autres questions. Alors, Merci Jules. Donc, je te partage les premières questions qui sont dans le chat. Alors, la première n'est pas d'office une question, mais plus aussi une observation. A été évoqué dans le chat aussi le fait de faire le lien avec l'agence régionale de la santé dans le cadre de la santé environnementale et aussi la démarche Une seule santé. Il y a eu plusieurs questions sur AMI, ce que c'était, mais il y a eu des réponses en direct dans le chat. Ok, pour l'ARS, oui, en effet, c'est un des partenaires qu'on a pu identifier, même plus largement, nous, ARB, vis-à-vis de nos actions, et on est en train de prendre contact avec eux. Et donc, ça pourrait être tout à fait un partenaire sur la question de l'AMI. Des questions aussi sur la temporalité, enfin en tout cas les choix de temporalité de ce planning que tu évoques dans le cadre de l'AMI, enfin de l'appel à manifestation d'intérêt que tu as présenté par rapport aux échéances des élections municipales. Voilà, je préfère te laisser y répondre, même si on en a déjà parlé aussi entre nous. Oui, bah, il y a plusieurs niveaux de réponse vis-à-vis de ça. On en a bien conscience, ça a été une longue réflexion pour nous avant. Le premier élément, c'est le calendrier qui est contraint pour nous. Je ne voulais pas préciser en introduction, mais cet AMI, il s'inscrit plus largement dans une action portée dans le cadre d'un projet LIFE Biodiv-France, qui est un projet européen porté nationalement et qui se décline dans différentes structures en région, et notamment au sein de l'ARB. Donc on a un calendrier qui dépend pas de nous. Ensuite, vis-à-vis des élections, on a essayé de penser à se dire pourquoi pas lancer l'AMI après coup, mais ça fait perdre beaucoup de temps et vis-à-vis d'un projet qui a un début et une fin. Donc on voulait aussi accorder le plus de temps possible à cette AMI et à l'accompagnement. Et on s'est dit que ça pouvait aussi être un enjeu, c'est-à-dire que dans notre enquête et là, au moment où on a rencontré des collectivités, un des enjeux, c'est comment justement enjamber cette échéance des élections municipales. C'est venu de la part à la fois des élus ou des techniciens qui ont mené des choses dans leur mandat, qui ont envie de mener d'autres choses, mais qui ne savent pas s'ils seront forcément là dans, euh, pour le prochain mandat. Et comment on essaye de faire territoire autour de cette question, comment on essaye de porter des actions de biodiversité au-delà du mandat. Donc ça posera forcément des questions de remobilisation si certaines équipes municipales changent, mais ça peut justement entrer totalement dans l'accompagnement qui sera proposé par l'AMI. Voilà, je ne sais pas si ça répond en tout cas à la question, mais on en a bien conscience que c'est un calendrier qui pourra peut-être apporter des changements et on a aussi pensé l'éventualité d'avoir une nouvelle session si jamais en cours de route il y a des collectivités qui finalement se désengagent à cause d'un changement d'équipe municipale, ça, ce qui peut arriver.
Ce qui fait que tu apportes aussi un peu quelques éléments de réponse à la deuxième question qui était: y aura-t-il une prochaine session de cet appel à manifestation d'intérêt en juillet? Pour l'instant, non. L'idée, c'est que ce soit une seule session. On sélectionne 4 collectivités et il y en aura une si et seulement si les collectivités qui auront été sélectionnées quittent le navire, si j'ai envie de dire, en cours de route à cause des échéances municipales. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de deuxième session et que en mars, on ait les 4 collectivités pilotes pour les 2 à 3 ans à venir. Alors, une question un petit peu plus fine. Peut-on faire des analyses concrètes avec vous ou l'Agence régionale de la santé de pollution de l'air et des sols ayant un impact sur la santé du vivant au sens large, donc biodiversité humaine? Je ne sais pas si tu réponds, si je réponds, Jules. On peut répondre conjointement en fonction de ce qu'on a à dire, mais nous, au sein de l'ARB, on va pas être en maîtrise d'une étude et vous apporter, on n'est pas un bureau d'études ou une expertise sur ce sujet-là. On va être en animation régionale et locale pour vous accompagner en méthodologie, pour vous mettre en lien avec des structures qui ont une expertise en local sur ces questions, par exemple. Donc, on ne pourra pas mener directement ce genre d'analyse, mais dans le cadre de l'AIMI, si c'est votre action, par exemple, ou dans le cadre de TEN, ça peut être un accompagnement à, identifier le bon interlocuteur, à prendre en compte les bons enjeux lors de cette action ou que sais-je. Je ne sais pas si Mélanie, tu as un complément là-dessus. C'est les mêmes éléments que toi, en effet. C'est l'appui qu'on peut vous apporter, comme l'a dit Jules, méthode et mise en relation aussi avec des partenaires ou experts qui peuvent répondre plus finement à votre besoin en termes soit de mise en œuvre de votre projet, soit de diagnostic ou d'expertise. Et pour ce qui est excuse-moi, vu qu'il y a un deuxième volet sur la question qui est celui de l'ARS, moi je pourrais pas vous répondre, Mélanie non plus, je pense, sur la question. Il faudra voir directement avec eux, parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup de liens avec eux, donc je ne me permettrai pas de répondre sur ce qu'ils sont capables de faire ou pas. Et je vois qu'il y a une dernière question sur la ville de l'Homme, mais qui est un cas particulier qui rentre en dessous des 40 000 et qui est une ville associée à Lille. Je pense que ça. L'idée, c'est d'avoir vraiment des collectivités moins dotées en ingénierie. Et là, officiellement, la ville de l'Homme est liée à la ville de Lille. Lille, l'Homme et l'Aime et sort des clous. Alors, j'avoue qu'on n'a pas pensé à cette question exactement. Moi, je dirais comme ça que l'Homme en est exclu, sauf si vous arriviez à justifier très, de manière très poussée un besoin ou un manque d'ingénierie sur le sujet. En effet, cas particulier de ce format ville associée pour l'île de l'Homme. Par exemple, dans le cadre de TEN, la ville de l'Homme est directement, indirectement d'office reconnu, puisque la ville de Lille a été reconnue TEN au titre de son statut de ville associée. Donc c'est vrai que par contre aussi, alors complémentairement à l'AMI, si vous souhaitiez recevoir peut-être des informations un peu plus en direct dans le cadre du Club des engagés, vous pouvez aussi nous faire une sollicitation mail à l'adresse animation-ten@ de manière à vous intégrer aussi dans le listing d'envoi des informations du Club des engagés. Et il y avait une question, je remonte parce que ça ne concernait pas que ton AMI Jules, mais la présentation du jour. Alors, en tant que tel, il n'y aura pas de compte-rendu qui sera transmis à l'issue du webinaire, mais par contre, la présentation, en effet, avec l'ensemble des diaporamas des intervenants, vous sera envoyée si vous souhaitez la partager à des collègues ou à vos agents au niveau des collectivités.
Au niveau des questions, là, je n'en vois pas de nouvelles. Donc, de même, ne pas hésiter à continuer de poser vos questions dans le chat. Et on va passer la parole pour ce troisième temps d'intervention à Julie Sirakowski de la région Hauts-de-France pour vous parler du dispositif FEDER et plus particulièrement des volets biodiversité de celui-ci. Julie, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, Ouais. Julie. Très bien. Alors, je partage mon écran. C'est bon pour le partage. Super. Et donc, je ne vous redis pas bonjour, mais je vais vous présenter les thématiques sur lesquelles vous pourriez aller chercher des fonds européens pour financer les projets que vous pouvez avoir dans le cadre de TEN ou dans d'autres cadres. On va être un peu plus large que juste la biodiversité et l'éco-citoyenneté, puisqu'on va également parler de la prévention des risques. Donc, concrètement, T'as coupé ton micro, sans faire exprès. désolée. Donc, si vous avez un projet ou plusieurs projets qui concernent la biodiversité, je vais le recouper, non, c'est bon. Ou l'éco-citoyenneté, la prévention des risques naturels ou encore l'adaptation des territoires au changement climatique, mais également si vous avez un projet qui mêle plusieurs de ces sujets. Si votre projet est innovant, c'est-à-dire qu'il sort de l'ordinaire et que vous savez d'ores et déjà que c'est un projet qui se terminera. Alors, pardon. Que c'est un projet qui se terminera au plus tard le 31 décembre 2028, avec un seuil minimal de dépenses qui est supérieur à 100 000 €, donc sur la plupart des thématiques, et ça peut être 70 000 € sur les thématiques qui vont concerner la connaissance et l'éco-citoyenneté, dont je vais parler juste après. Si vous avez besoin d'un levier financier pour financer votre projet, et si vous êtes donc là aujourd'hui, il y a essentiellement des collectivités ou des groupements de collectivités, mais donc si vous êtes une collectivité territoriale ou un groupement, mais également si vous êtes une agence de l'eau, un conservatoire du littoral, un établissement public ou encore une association, sachez que donc à la direction de l'eau et de la biodiversité au Conseil régional Hauts-de-France, on dispose de fonds FEDER sur 2 grands objectifs spécifiques. Donc c'est ce qu'on appelle les OS. Donc il y a un OS qui s'appelle adaptation au changement climatique, prévention des risques, l'OS 2.4, sur lequel je vais développer les actions et les thématiques qui pourraient être prises en charge par des fonds européens, et un objectif spécifique 2.7 qui s'appelle améliorer la protection de la nature et de la biodiversité. Donc dans ces 2 objectifs spécifiques, il y a des thématiques qui peuvent être financées par du FEDER et qui sont instruites par notre direction au Conseil régional. Donc je vais commencer par l'objectif spécifique 2.7 qui concerne les sujets dont on a parlé précédemment, mais je parlerai également de l'OS 2.4. Donc, concernant l'objectif spécifique, améliorer la protection de la nature et de la biodiversité, donc c'est un objectif spécifique sur lequel 29 millions d'euros ont été budgétés sur la période 2021-2027, mais qui pourra courir jusque fin 2028 en termes de réalisation des projets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, dans cet objectif spécifique, il y a 5 sous-actions qui vont grosso modo concerner 5 grandes thématiques que je vais développer là à l'instant. Donc, vous avez une première sous-action qui concerne la préservation, la restauration, le renforcement des corridors écologiques. Une deuxième grande thématique qui va concerner la protection, la restauration des espaces et des populations d'espèces remarquables. Un sujet sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Également pour des projets qui vont concerner l'amélioration, la valorisation de la connaissance de la biodiversité. Et enfin, toujours sur cet objectif spécifique, une partie concernant la protection de la biodiversité par la mobilisation des habitants. Donc, je vous ai indiqué à chaque fois pour les sous-actions les pages du document de mise en œuvre qui s'appelle le DOMO. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec le FEDER, mais donc le document de mise en œuvre, c'est un document qui va vous synthétiser les
les différentes actions et qui va présenter à la fois ce que vous pouvez faire, ce qui est éligible, ce qui n'est pas éligible. Et je vous ai rappelé les pages ici de façon à ce que vous puissiez aller regarder dans le détail, parce que moi, je vous présente c'est une présentation assez rapide et non exhaustive de ce qui existe, mais n'hésitez pas à aller consulter le domo qui est disponible sur le site l'Europe en région de France, dont vous aurez les coordonnées à la fin du diaporama. Donc, si vous avez un projet qui concerne l'une de ces sous-actions ou plusieurs de ces sous-actions, vous pouvez regarder dans le document de mise en œuvre et vérifier que votre projet est potentiellement éligible à des fonds européens. Donc, ça peut concerner cet objectif spécifique-là, mais ça peut également concerner l'objectif spécifique qui concerne la prévention des risques, dont je vais parler après. Par exemple, donc, dans la mesure où je ne vais pas aller dans le détail, je vais quand même vous montrer quelques exemples d'actions qui peuvent être financées dans chacune de ces sous-actions. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, sur la thématique du renforcement des corridors écologiques, peuvent être pris en charge des études d'amélioration de la connaissance sur les trames vertes, bleues, les trames brunes, trames noires. Un autre exemple, c'est de l'implantation de zones boisées pour restaurer des corridors écologiques. Donc, c'est non exhaustif, donc n'hésitez pas à aller consulter le DOMO. Sur la protection et restauration des espaces et espèces remarquables, peuvent être pris en charge, par exemple, de l'élaboration de stratégies territoriales pour protéger les espèces remarquables, des travaux de restauration d'espaces naturels remarquables. Sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, donc c'est la sous-action 1.3, peut être pris en charge du renforcement de connaissances, des stratégies d'intervention sur les espèces exotiques ou encore des interventions de gestion sur les espèces exotiques, que ce soit en prestations externes ou en achat de matériel. Sur l'amélioration et la valorisation de la connaissance, donc ça peut être des réalisations d'inventaire qui portent sur des taxons méconnus, ça peut être des actions de développement de l'acquisition de connaissances par l'utilisation de technologies innovantes. Et sur la protection de la biodiversité par la mobilisation des habitants, donc je vous ai juste mis un exemple qui concerne la création et le développement de démarches innovantes de mobilisation citoyenne. Sachez juste que sur la mobilisation, on n'est pas sur des démarches de sensibilisation et de communication, mais on est bien sur de l'implication citoyenne avec par exemple des chantiers participatifs où il faut que les citoyens soient actifs. Et donc un exemple d'action qui va concerner à la fois la sous-action 1, connaissance, et la sous-action 4, pardon, connaissance, et la sous-action mobilisation des habitants, c'est par exemple la réalisation d'inventaires participatifs de la faune et de la flore, puisqu'on va être à la fois sur de la connaissance, de l'amélioration, et à la fois sur de la mobilisation des habitants. Donc un exemple de projet de commune qui pourrait être porté dans le cadre de TEN, par exemple, pour une collectivité, ce serait un projet d'amélioration de la biodiversité communale qui intégrerait la réalisation d'un inventaire participatif de la commune, une cartographie des espèces rares et corridors écologiques à rétablir, avec par exemple des chantiers participatifs qui seraient organisés pour aménager ces corridors écologiques qui ont été ciblés au préalable, avec des suivis participatifs de la biodiversité de ces aménagements mis en place. Donc, si c'est un projet qui totalise 200 000 € porté par une commune et qui vise à améliorer la biodiversité communale et à impliquer les citoyens, il pourrait y avoir, alors sous réserve des critères d'éligibilité qui soient respectés et de dépenses éligibles, évidemment, il pourrait y avoir, par exemple, 120 000 € de FEDER attribués à ce type de projet. Donc ça, c'était pour l'objectif spécifique 2.7. Sur la partie changement climatique et prévention des risques, de la même façon, on est sur des projets qui peuvent courir jusqu'au 31 décembre 2028 et 50 millions d'euros ont été budgétés sur ces sous-actions-là, sur toute cette période-là, sachant qu'il en reste 20 actuellement. Donc il y a 4 sous-actions qui sont ciblées et qui ont été ciblées, qui sont l'adaptation des territoires aux inondations par débordement des cours d'eau et remontée de nappe. Je vais juste... Pardon. La sous-action 2 qui concerne l'adaptation des territoires littoraux aux risques naturels avec les risques d'inondation, de submersion, d'érosion du trait de côte. Un sujet sur la prévention des risques d'effondrement des cavités, donc pour des projets qui porteraient sur ces sujets-là. Et puis, l'adaptation au changement climatique de territoires urbains et ruraux. Donc, encore une fois, les projets peuvent porter sur une sous-action ou sur plusieurs sous-actions ou sur une sous-action de l'objectif 2.4 ou plusieurs et en même temps de l'objectif spécifique 2.7. Donc, pour
quelques exemples, alors peut-être que je vais quand même préciser tout de suite que je le préciserai après, ça ce sera possible sur la diapo suivante. Donc quelques exemples d'actions qui peuvent être prises en charge dans le cadre de ces sous-actions. Donc sur l'adaptation des territoires aux inondations continentales, donc peuvent par exemple être pris en charge des études de connaissances sur le risque hydraulique ou des études pour protéger ou restaurer des zones naturelles d'expansion de crues. Des prestations intellectuelles pour améliorer la connaissance et l'animation avec de la cartographie du risque sur l'adaptation des territoires littoraux, la définition de stratégies territoriales, des diagnostics ou des travaux de réduction de la vulnérabilité des territoires. Donc ça peut être des choses qui peuvent être prises en charge dans les deux cas. Dans tous les cas, et c'est ce que j'allais préciser tout à l'heure, ce sont des actions qui doivent être conçues dans une logique de synergie entre la prévention des risques et l'amélioration des fonctionnalités des milieux naturels. Et donc, ce sont les solutions fondées sur la nature qui seront privilégiées. Sur la prévention du risque d'effondrement des cavités, peuvent être pris en charge des prestations intellectuelles pour améliorer la connaissance, pour réaliser de l'animation, mais également des études techniques et des travaux sous voirie. Et sur la partie adaptation au changement climatique des territoires, peuvent être pris en charge des études techniques, des travaux pour préserver la ressource en eau, pour préserver les milieux naturels, en mettant en œuvre des solutions fondées sur la nature, ainsi que, par exemple, des études sur les conséquences du changement climatique et les solutions d'adaptation, comme la gestion des eaux pluviales, la lutte contre les îlots de chaleur, etc. Donc, peut-être que je peux vous donner d'autres exemples de projets de thématiques qui ont été financées. Donc, on a par exemple une étude d'impact quantitatif du changement climatique sur la ressource en eau dans le bassin versant de la Somme qui a été pris en charge à 30% par du FEDER, des travaux de lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols, des études hydrauliques pour la connaissance du risque submersion, encore une fois avec 30% de FEDER. Donc, je vais vous montrer également un projet qui a été financé dans le cadre du FEDER et par l'Agence de l'eau à 100%. Donc, il y a une petite vidéo qu'on ne pourra pas vous présenter parce qu'elle ne passe pas sur Teams, mais n'hésitez pas à aller la regarder parce qu'elle est assez intéressante et elle montre un projet assez intéressant et qui montre bien ce qui peut être pris en charge par le FEDER. Donc, c'est un projet qui visait à restaurer la continuité écologique de l'AA. Donc, il s'agissait de restaurer le fonctionnement de la rivière, donc de restaurer la trame bleue qui est le corridor naturel de la vallée de l'AA et les zones humides alentours. Donc le résultat, ça a été à la fois une amélioration des habitats naturels, avec une amélioration du déplacement des espèces sur ce corridor écologique. Ah, merci. Et puis un retour des espèces comme les libellules ou les batraciens et aussi la lutte contre les inondations. Donc c'est un projet qui totalisait 680 000 € de dépenses qui ont été pris en charge à 100%, dont 60% par l'Agence de l'eau et 40% par le FEDER. Et qui était porté par le SMAGEA, pardon, je ne l'ai pas dit. Donc, si vous avez un projet et que vous pensez pouvoir être éligible, donc la première des choses, c'est aller regarder le document de mise en œuvre pour vous assurer que ça rentre bien dans une sous-action ou dans plusieurs, de déjà commencer à les cibler en allant les regarder. Et ensuite, je vous invite à réaliser, si vous souhaitez savoir si votre projet est potentiellement éligible, à réaliser une courte description écrite et à nous faire parvenir sur la boîte mail générique biodiversité@hautefrance.fr cette description de façon à ce qu'on puisse transférer, je vois les commentaires en même temps, du coup je suis perturbée, le descriptif au chargé de mission concerné qui reprendra contact avec vous et qui pourra ensuite vous fournir la trame de pré-projet que vous pourrez ensuite compléter. Donc, il y a un pré-projet à remplir avec un budget estimatif en étant le plus précis possible. Et ensuite, il y aura des échanges qui se réaliseront avec un chargé de mission, un ou plusieurs chargés de mission de la région, afin d'affiner le projet, les indicateurs, les livrables que vous aurez à fournir, le plan de financement. Et une fois que ce projet sera abouti et que vous aurez un aval technique, vous pourrez rassembler les pièces et déposer votre dossier sur la plateforme qui s'appelle e-Synergie. Donc, je ne sais pas si beaucoup de structures présentes sur ce webinaire sont familiers avec le FEDER, mais un conseil ou des conseils qu'on peut donner quand on dépose un projet FEDER, c'est de bien écrire ce qu'on fait, de faire ce qu'on a écrit
et de dire ce qu'on a fait, c'est-à-dire d'être le plus précis possible, de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Ensuite, juste pour terminer, c'est les endroits où vous pouvez trouver les ressources pour vérifier l'éligibilité de votre projet. Donc vous trouverez le Domo sur le site L'Europe en région Hauts-de-France, sur lequel vous trouverez également des informations importantes et des liens vers des webinaires sur comment déposer son dossier sur e-Synergie, par exemple. Et donc les liens aussi vers vers d'autres réseaux sociaux. Juste pour préciser, les documents qui figurent dans ce diaporama ne sont pas exhaustifs, donc je vous invite encore une fois à consulter dans un premier temps les documents techniques que vous trouverez sur le site L'Europe en région Hauts-de-France, et aussi après de vérifier auprès d'un chargé de mission par l'intermédiaire de la boîte mail générique que votre projet peut rentrer dans le cadre d'un projet éligible aux fonds européens. Voilà. J'espère avoir été claire. Merci Julie. Te partager les premières questions qui arrivent dans le chat. Je te les dis à l'oral ou tu préfères les lire? Alors moi, je suis pas très familière avec Teams, donc je veux bien aller regarder, mais est-ce que vous voyez encore mon diaporama? Oui. Oui, je veux bien que tu me les donnes, s'il te plaît. Ça marche. Est-ce qu'une stratégie de déploiement de nouvelles énergies panneaux photovoltaïques pourrait être éligible? Alors, moi là, je vais pas forcément répondre aux questions d'éligibilité parce que je suis pas familière avec toutes les fiches, donc faut pas hésiter à aller regarder les fiches sur du panneau photovoltaïque. Pour moi, on n'est pas sur les cibles des fiches là, donc on est bien sur la préservation de la biodiversité. Donc, à mon avis, c'est pas l'objet, mais et je pourrais pas aller dans le détail de l'éligibilité parce que ça nécessite quand même de regarder le projet dans le détail, mais il faut vraiment être sur de la préservation de la biodiversité, et là, au regard de ce que je viens de dire, on n'est pas dans ce cadre-là. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres fiches dans le document de mise en œuvre qui permettent de faire financer ce type de projet par ailleurs. Parce qu'il y a d'autres mesures qui concernent plus les énergies renouvelables, par exemple. Et là, moi, je ne suis pas, ça n'est pas mon domaine, donc je ne suis pas compétente. Mais sur le site de l'Europe en région Hauts-de-France, vous trouverez les fiches et éventuellement celles qui peuvent vous intéresser et les contacts. Tout à fait. La question des énergies photovoltaïques, c'est plus en lien avec la transition énergétique et c'est moins en effet l'objet de la présentation du jour. Donc, comme l'évoquait Julie, il y a le Domo qui permet de lister en effet toutes les actions qui peuvent être concernées. Donc, l'idéal, c'est que vous puissiez aller consulter en direct ce document. Alors, avant les conditions. Donc, j'ai une question en lien avec les financements possibles au niveau de l'agence de l'eau Artois-Picardie. Je pense, de ce que je comprends de la question, c'est la possibilité de cumuler des financements du 12e programme de l'agence de l'eau, à savoir à peu près 60% de celle-ci, avec des financements Europe, enfin la partie fonds vert, la partie FEDER, pardon pour ce lapsus que tu évoquais. Alors là, à ma connaissance, et comme le montre le projet qui a été présenté, alors le 12e programme, je ne sais pas, il faudra vérifier avec mes collègues, mais on peut cumuler plusieurs sources de financement. Le tout, c'est que les choses soient très claires dès le départ, au moment de la construction du projet, et que les fonds agences de l'eau bénéficient d'une convention qui soit présentée au moment du dépôt du dossier FEDER. Mais le projet qui a été présenté, qui est porté par le SMAGEA, a bénéficié de fonds FEDER et de fonds agences de l'eau. Merci Julie. Ensuite, on a les travaux d'entretien et de restauration cours d'eau dans le cadre de la compétence GEMAPI sont-ils éligibles au FEDER? Ça, c'est pareil. Je ne suis pas spécialisée, donc je n'y vois pas, moi, je ne vais pas dire que ce n'est pas éligible, et je pense que pourquoi pas. Il faut juste préciser sa demande par un mail, et c'est la personne qui sera plus compétente qui pourra répondre. Désolée, je ne vais pas être… Pour compléter aussi ce qu'évoque Julie, en effet, il faut savoir que derrière l'ensemble des fiches et des actions que Julie présente, il y a plusieurs interlocuteurs aussi en région. Donc on a sollicité Julie, on en remercie de pouvoir
apporter une vision un petit peu globale de ce sujet auprès de vous aujourd'hui. Si, au travers de la présentation, vous ressentez qu'en effet, il y a une possible porte d'entrée, l'idée, c'est de se rapprocher et on vous enverra la présentation avec tous les différents liens qui sont liés à ce dispositif et à ces fonds FEDER, de manière à pouvoir approfondir le sujet directement avec les interlocuteurs concernés au niveau région. Ensuite, une commune peut donc présenter un dossier. À ma connaissance, oui. Après, il faut remplir les conditions d'éligibilité autres, comme ce qui est des fois pas évident pour une commune en fonction du projet, c'est d'atteindre les 70 000 € si on est sur de la connaissance ou de l'éco-citoyenneté minimum de dépenses, ou les 100 000 € si on est sur un autre type de projet, et puis de rassembler les compétences pour porter un projet FEDER, parce que porter un projet FEDER, ça nécessite des fois déjà d'être en capacité d'avancer de la trésorerie et de porter le dossier qui administrativement nécessite voilà, de bien suivre les choses. C'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'on présente les possibilités aujourd'hui. Et il ne faut pas avoir peur de le faire parce qu'il y a des collectivités qui le font, mais en tout cas, l'éligibilité pour une commune, elle n'est pas impossible du tout puisque ça fait partie des bénéficiaires possibles. Alors, un petit peu dans le prolongement de ce sujet sur la possibilité d'une commune à candidater, si celle-ci est dans un EPCI, est-elle éligible si en effet le projet... Oui, voilà. Après, tout est question du projet et en fonction des fois, c'est plus facile ou en tout cas plus adapté, que ce soit le PCI qui candidate. Si ça peut regrouper plusieurs communes, c'est d'autant mieux parce que déjà, on atteindra plus facilement le montant de dépenses éligibles et puis on aura un projet plus global et qui couvrira un territoire plus large. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Mais c'est pas interdit pour une commune de candidater. Encore une fois, le mieux, c'est de poser la question sur biodiversité@Hauts-de-France et de préciser un peu les choses parce que ça dépendra du projet aussi. En effet, c'est aussi la complémentarité des compétences et surtout l'enjeu, le but n'est pas qu'il y ait un double financement. Oui, tout à Si fait. c'est un projet qui est commun, enfin qui est porté de manière aussi partenariale entre le PCI et la commune, il sera important de porter à la connaissance ces deux éléments puisqu'à un moment sera demandé en effet les différents cofinancements qui existent pour pouvoir candidater à un dispositif FEDER. Ce que je me dis aussi peut-être, Julie, pour faciliter l'identification de cette adresse mail générique auquel l'ensemble des participants peuvent s'adresser. Si tu pourras après la partager peut-être dans le chat. Mais en attendant, on poursuit aussi les questions. Justement, est-ce que tu pourras aussi mettre dans le chat le lien vers le Domo? Je viens de l'envoyer. Ah, tu viens de l'envoyer. Ouais, je suis pas à jour. Je vois qu'il y a T'inquiète, je suis à jour en direct aussi. Oui, moi, je suis pas non plus sur les nouveaux messages. Je poursuis les questions. Est-il possible d'avoir de la prise en charge sur de la RH ou est-ce seulement pour études et travaux? Non, il y a des moyens humains qui peuvent être pris en charge. Il y a par exemple et là, moi, j'ai pas instruit des dossiers avec des communes, mais on a des associations qui ont essentiellement des dépenses de moyens humains, de main-d'œuvre. Alors, mille merci pour votre présentation. Je prends part à une réunion interne. Est-ce que le replay sera disponible et le PowerPoint? Donc, le replay sera disponible via le site Patrimoine naturel des Hauts-de-France. Et comme vous êtes participant, dans tous les cas, vous aurez aussi le PDF qui vous a été présenté aujourd'hui, ayant en effet participé directement aussi au webinaire. Le FEDER peut-il être rétroactif? Action partiellement engagée, enfin débutée. Alors, pour les fonds européens, je pense de manière générale, il ne faut pas que le projet soit terminé. En fait, on peut déposer son dossier alors que le projet est déjà commencé. Alors après, on n'a pas la certitude qu'on aura une subvention et ça peut être risqué. C'est-à-dire que si vous déposez votre dossier et que vous l'avez déjà commencé, voilà, vous n'avez pas de certitude que vous aurez dossier, voilà, que vous aurez ce financement, pardon. Mais c'est pas impossible en tout cas. C'est pas ce que je conseille moi personnellement, mais ça dépend des projets, j'imagine.
Oui, en effet, c'est à éviter. Par contre, si toutefois vous regardez la présentation du jour, vous vous rendiez compte que vous venez de débuter un projet qui serait tout à fait éligible au FEDER, ne pas hésiter à prendre la tâche de l'adresse mail biodiversité qui va vous être partagée pour poser aussi votre question. Et si vous pouvez en effet prendre en route la marche d'un financement FEDER malgré un début de projet. Mais dans l'idéal, si par contre en termes d'anticipation, vous pouvez déposer avant, c'est fortement recommandé. Ensuite, alors il y a quelqu'un qui partage oui, c'est le lien par rapport au DOMO. Oui, j'allais le mettre. Lorsque vous dites projet fini le 31 décembre 2028, est-ce travaux inclus? Oui, pour moi, oui, hein. Après, oui, il faut que ce soit terminé parce qu'en fait, il faut que le projet soit terminé, pour après pouvoir, solliciter les financements, après 2028, quoi. Donc il faut qu'au 31 décembre 2028, ce sur quoi le financement va porter doit être terminé. Donc si dans le financement, il y a les travaux, il faut que ce soit fini. Hop. Donc, OK, ça là. Confirmation, en effet, de la part de Benjamin Lamidel, de la DREAL, de la possibilité de cumuler financement agence de l'eau, fonds vert et FEDER. Le tout, c'est que les choses soient bien claires et qu'on sache dès le départ, la période de financement, le montant du financement et qu'on soit idéalement sur le même projet, qu'il n'y ait pas des assiettes qui ne soient pas les mêmes parce que sinon là, ça complique beaucoup les choses, hein. La DREAL Hauts-de-France a une question. L'État est-il éligible au FEDER? Alors moi, ce que j'ai noté, c'est l'agence de l'eau et j'ai vu établissement public. Dans les mesures que j'ai pas vu l'État directement, donc Benjamin, peut-être question à faire remonter en direct auprès du ministère sur ces possibilités. après, non, j'ai pas l'État directement. Est-ce que c'est possible, de le changer? Je ne sais pas. Des ouvrages structurants de lutte contre les inondations, érosion, ruissellement peuvent-ils être pris en compte, sachant qu'il est souvent difficile de démontrer une plus-value écologique sur la biodiversité? Est-ce qu'un... Alors, je m'excuse pour le terme technique qui est Ouais, voilà, je partagé connais en pas non plus, palaire. je suis pas spécialiste. Ouais, moi non plus, je ne suis pas spécialiste, donc là, il y aurait peut-être besoin de précision. Sur ces sujets biodiversité, il est important, enfin ce qui peut être aussi mis en avant, c'est justement peut-être par rapport à de précédentes pratiques de lutte contre les inondations. Aujourd'hui, sur des nouveaux dispositifs qui pourraient être mis en place, quels avantages vous pouvez identifier en faveur de la biodiversité, et des actions par contre qui normalement peuvent être éligibles, c'est tout ce qui est lié aux solutions fondées sur la nature. Ouais. Donc si c'est des ouvrages, enfin la lutte contre les inondations, érosion, ruissellement qui intègrent des solutions fondées sur la nature, a priori, je dis bien a priori parce que c'est pas moi qui vais l'instruire, c'est éligible. Pour le reste, je ne sais pas. Il faut poser la question sur la boîte générique biodiversité@hautefrance.fr. Je vais la mettre dans le... Ah non, c'est bon, elle y est. Désolée. Oui, c'est bon. Merci. L'idée, en effet, aujourd'hui, c'était voilà, de vous permettre d'avoir une vision un peu plus fine de ce qu'il y a dans, en fin de compte, ce qu'on appelle donc le DOMO, ce document qui permet de cadrer les différentes actions qui peuvent être finançables par des fonds européens. Enfin, vous en avez un aperçu là, c'est très très large. On a fait le choix d'essayer de vous donner un aperçu qui a tout l'enjeu en effet d'être prêt complété plus finement, comme Julie l'a évoqué, en contact direct avec les autres interlocuteurs et autres techniciens de la région qui suivent plus finement chacune des fiches actions. Donc surtout, prenez bien note de l'adresse qui a été partagée. Et n'hésitez pas à faire part de vos demandes aussi en direct en faisant référence. Vous avez suivi ce webinaire aujourd'hui et que vous souhaiteriez avoir des précisions sur les capacités, les possibilités de financement via le dispositif FEDER. On peut supposer qu'elles peuvent financer un plan d'action pour la nature à travers ces actions éligibles. Alors, à compléter, Julie, en fonction de ce
de ce que je peux te dire, mais en effet, tout programme d'action aujourd'hui que vous pouvez mener, soit dans le cadre du dispositif territoire engagé pour la nature, hein, ou en fonction aussi de ce travail à évoquer la possibilité de cette expérimentation avec Jules sur cet appel à manifestation d'intérêt, tous les projets qui peuvent ressortir de ces démarches d'accompagnement, s'ils correspondent aux fameuses lignes éligibles du FEDER, pourraient en effet bénéficier d'un financement via le FEDER en respectant aussi ces seuils que Julie a pu citer. Et c'est là où, donc, un petit peu plus particulièrement dans le cadre de Frédéric Détaples, en tant que structure du réseau TEN, s'il y a des choses un petit peu plus en particulier que tu veux nous citer en termes d'action, tu peux m'envoyer un mail, Frédéric. Je pourrais aussi m'en faire le relais auprès de nos contacts en région pour t'apporter aussi un premier niveau de réponse. Ça fait partie des plus à faire partie du réseau des engagés en Hauts-de-France. Je vous propose de poursuivre avec notre avant-dernier temps et je vais relancer le partage d'écran. Tu partages ou je partage? Je peux partager directement si tu veux. Partage, comme ça permettra d'éviter une manip de nouveau après, comme tu as. Yes. Le partage, c'est pas lancé, Jules? Mon partage est lancé normalement là. Vas-y. C'est bon? Ouais. Alors du coup, pour finir, on m'avait chargé de faire le temps et pour l'instant on est parfaitement dans les temps, donc c'est super, on va peut-être pouvoir finir à l'heure et vous aurez le temps aussi pour des dernières questions à la fin. Moi je vais finir en vous présentant le portail Aide Territoire qu'on a mis en place au sein de l'ARB et en partenariat avec la plateforme Aide Territoire dédiée aux aides en faveur de la biodiversité en Hauts-de-France. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme d'État et territoire, qui est donc une plateforme d'État qui, comme un moteur de recherche, permet de recenser un certain nombre d'aides, qu'elles soient financières ou techniques, à disposition des porteurs de projets. Et via des mots-clés, via certains critères, vous pouvez comme ça identifier des aides qui vous sont accessibles en fonction de votre projet. Nous, en Haute-France, au sein de l'ERB, on s'est dit que ça pourrait valoir le coup de créer une page qui ferait déjà un filtre automatique à votre place pour vous présenter les principales aides financières et techniques qui sont à votre disposition pour mener des actions sur le sujet biodiversité et des sujets connexes. Donc, vous verrez, il y a des aides spécifiquement ciblées sur la biodiversité, mais aussi des aides qui peuvent vous permettre, par exemple, des aides sur le foncier, que ce soit des aides financières ou techniques, d'acquisition foncière, maîtrise foncière, pour mener derrière des opérations en faveur de la biodiversité, et des clés d'entrée plus sur l'adaptation au changement climatique, sur l'urbanisme ou l'aménagement du territoire. Mais dans tous les cas, on a ce fil rouge qui est la biodiversité. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais vous partager directement le portail. Ce sera plus clair pour vous, pour avoir une idée à quoi il ressemble. Normalement, vous voyez ma page. Donc là, vous êtes sur le portail en tant que visiteur, comme vous le verrez en le parcourant. Vous avez une rapide présentation de ce qu'est le portail, d'où il vient, ce qu'il présente. Et vous avez en dessous le contenu, c'est-à-dire les différentes aides qui peuvent apparaître. Donc là, pour l'instant, on a 131 aides en région dédiées à la biodiversité qui vous sont accessibles. Donc ça regroupe tout type d'aide, quel que soit le porteur de l'aide, qu'il soit public ou privé, et que ce soit une aide gratuite ou payante, ou une aide également financière ou technique. Donc ça peut vous permettre, vous, dans votre recherche de financement, dans votre recherche de soutien à l'ingénierie, d'avoir accès plus facilement, en tout cas d'identifier plus facilement des dispositifs dont vous n'auriez pas connaissance, qui viennent de paraître, ou dont vous avez entendu parler, mais que vous n'arrivez pas à retrouver d'autres informations. Ça recense l'information.
à quelques exceptions près, c'est que le portail ne peut pas être exhaustif dans les aides qu'il recense, puisque il dépend des porteurs d'aide, si oui ou non les porteurs d'aide déposent leur aide sur la plateforme. Alors, la quasi-totalité des porteurs d'aide le font, mais en le parcourant, vous remarquerez qu'il manque les aides du conseil régional Hauts-de-France ou de certains conseils départementaux, par exemple. Et donc ça ne dépend pas de nous ni de la plateforme, c'est le fait que la plateforme, il n'y a aucune obligation de dépôt et puis il n'y a pas non plus d'automaticité entre le fait d'avoir des aides et qu'elles apparaissent sur la plateforme. Il n'empêche que cela reste un outil pertinent pour vous, puisque, comme vous pouvez le voir, là, on a 131 résultats liés à une recherche sur la biodiversité. Et ça vous permet rapidement d'identifier ces aides, comme je viens de vous le dire. Donc là, sur la page de présentation, vous pouvez faire défiler et voir les aides qui sont à disposition. On voit en premier, par exemple, on en a parlé en début, territoire engagé pour la nature. Ça vous permet d'avoir un rappel de qui porte l'aide, de la nature de l'aide. Donc on est bien sur une aide en ingénierie, de la récurrence de l'aide. Et lorsque vous cliquez sur l'aide et que vous allez dans le détail, vous aurez à chaque fois sur la gauche un rappel des principales informations, des thématiques, des projets références, etc. Et sur la droite, l'ensemble, la description détaillée de l'aide, des critères d'éligibilité, et autres informations qui pourraient vous permettre de décider si oui ou non ça vaudrait le coup pour vous d'aller creuser en cette direction ou pas. Et vous aurez à chaque fois, s'il y en a un contact lié à l'aide, un lien ou un cahier d'accompagnement ou un document qui vous présente les détails de l'aide lorsque nécessaire. Donc, par exemple, ici, on vous renvoie sur la page de territoire engagé pour la nature. Et vous avez aussi la possibilité de cliquer sur candidater à l'aide. Alors lorsque l'aide est liée par exemple au dispositif démarche simplifiée, vous aurez directement accès à l'interface de démarche simplifiée pour déposer votre dossier. Et lorsqu'il faut passer par un processus différent, vous serez renvoyé soit vers le site adéquat, soit vers les contacts où déposer votre dossier. Et ce, pour toutes les aides qui sont disponibles sur le portail. Donc moi, je n'ai pas de choses supplémentaires à vous présenter sur le portail. L'idée, c'est que vous puissiez dès maintenant l'utiliser parce qu'il est disponible. Je vous remets le lien dans le chat. Que vous puissiez le tester, voir si vous trouvez des résultats pertinents vis-à-vis de ce que vous pouvez rechercher sur la biodiversité. Ça vous donnera aussi une vision un peu plus générale de ce qui existe, parce qu'on ne pouvait pas, dans ce webinaire de 2 heures, présenter l'ensemble des aides actuellement disponibles sur le volet biodiversité. Vous pourrez retrouver les aides des agences de l'eau, de certains conseils départementaux, le fonds vert de l'État ou autres. Et n'hésitez pas surtout à nous faire des retours sur votre utilisation, sur les choses que vous trouvez pertinentes, d'autres moins. Pour l'instant, nous, on est en gestion avec la plateforme Aide Territoire derrière ce portail. Donc, il y a des humains qui sont derrière pour vous aider. Profitez-en pour faire remonter vos expériences d'utilisation ou également des besoins d'aide ou des besoins de conseils pour aller plus loin derrière. L'idée, c'est que ce soit vraiment un outil, un premier pas pour vous pour identifier des aides qui sont à votre disposition. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et donc si vous avez des questions dès maintenant sur la plateforme, on peut y répondre. Si vous avez d'autres questions aussi qui vous viennent en tête vis-à-vis des premières présentations, n'hésitez pas parce qu'on a encore un peu de temps d'échange. Alors, ce que je te propose, Jules, mais aussi à différents participants, puisque au-delà des collectivités présentes, il y a aussi des financeurs de connectés. Là, il y a une question d'une collectivité sur un projet en particulier et les possibilités de financement. Elle vient de faire un test sur la plateforme avec des mots-clés et hélas, ça n'a pas abouti directement. Donc voilà, on est sur un outil informatique et comme vient de dire Jules, il y a aussi des humains. Donc là, on profitait en direct aussi pendant le webinaire. Si vous pouvez aussi apporter des éléments sur la question qui a été posée. On n'a pas d'autres questions pour l'instant, Jules, donc je te propose de prendre la suite avec le volet actu pour finir notre webinaire et une première actu qui concerne justement des opportunités financières qui ont été citées.
mais pour lequel, en termes d'éléments de calendrier, on souhaitait vous partager quelques infos. Donc, Peut-être juste pour répondre apporter quelques éléments à la question. Il n'y a pas vous ne pouvez pas rentrer tous les mots-clés puisque c'est une liste de mots-clés prédéfinis qui permettent aux porteurs d'aide de renseigner leur aide en fonction de certains mots-clés. Mais aller chercher plutôt du côté des aides qui peuvent être liées à la mobilisation citoyenne, à l'éducation à la nature ou autres investissements. Ce ne sera pas un moteur de recherche où vous trouverez parfaitement l'aide qui correspond à votre projet, mais ça vous donne déjà un premier aperçu, comme un catalogue à aller feuilleter et à aller creuser sur ce sujet. Et on a Benjamin de Ladréal qui apporte également une réponse sur le fonds renaturation des villes et villages que vous retrouverez aussi au début de la page. Et ce qui fait complètement la transition avec les actus à vous partager, puisque l'Adréal nous a sollicité pour vous faire part. Il y a une prochaine échéance de relever des dossiers de demande de financement dans le cadre du Fonds vert qui est prévu le 15 décembre. L'idée, c'est plutôt que vous puissiez déposer aussi des pré-projets, enfin en tout cas des pré-dossiers, dans le but d'en faciliter l'instruction sur la partie et l'ouverture des crédits qui se fera au printemps 2026. Donc voilà, clairement le risque avec les échéances et les discussions budgétaires aujourd'hui au niveau national, c'est que l'information sur l'ouverture du Fonds vert 2026 arrive peut-être un peu tard, il vous laisse peu de délai pour écrire vos dossiers. Donc si vous avez des pré-dossiers ou en tout cas des pré-projets, ne pas hésiter à les déposer d'ores et déjà au niveau de la plateforme avant le 15 décembre. Pour rappel, différents enveloppes, fiches au niveau du Fonds vert existent. Ce qui concerne la réduction des pressions sur la biodiversité, donc tout ce qui peut être en lien avec la protection des espèces menacées, la restauration des continuités écologiques, mais également les sujets liés aux insectes pollinisateurs et tout ce qui concerne la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Également les actions de protection et de restauration des espaces naturels, en lien avec la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les aires protégées. Donc là, essayez de croiser celle-ci pour vérifier que vos actions et vos projets répondent à celle-ci pour être reconnus comme éligibles. Également, restaurer les écosystèmes terrestres et marins dégradés. Ça fait partie des actions qui peuvent être financées au titre du Fonds vert. On a aussi au niveau du Fonds vert différents dispositifs qui là peuvent être suivis un petit peu plus en direct justement par les DDT. Donc les sujets liés à la transition écologique, donc sur cette question des énergies renouvelables de tout à l'heure, c'est vrai que ça peut être aussi à regarder. L'adaptation au changement climatique, également le recyclage des friches. Je vais vous mettre tout de suite, alors j'espère que les liens vont marcher, l'ensemble des liens qu'il y a derrière la diapo, mais pour lesquels vous ne pouvez pas accéder. Donc là, je viens de le partager, j'espère que ça marche, de manière à ce que vous puissiez accéder à l'ensemble de ces pages. Donc voilà pour ce petit point info actu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Benjamin Lamilette de Ladréal est présent parmi nous. Alors il y a un petit souci pour pouvoir ouvrir le micro de son côté, mais il est très réactif dans le chat. Enfin, dernière info en termes d'actualité et d'agenda, quelques dates à vous partager. Tout d'abord, l'opération Hauts-de-France Nature qui est en cours depuis le 18 octobre jusqu'au 21 décembre. Donc là, vous pouvez en effet visualiser, grâce à ce dispositif, pouvoir participer à différentes actions qui sont menées par plusieurs acteurs en région sur la thématique de la nature et de la biodiversité. Un webinaire organisé par l'Agence régionale de la biodiversité sur les programmes de surveillance de la biodiversité terrestre le 25 novembre. Une conférence technique organisée par le CEREMA Hauts-de-France sur prendre en compte les pollutions sensorielles dans l'aménagement, intérêt des trams noires, trams blanches et trams olfatives, le 3 décembre. Vous signalez qu'il y a, alors on ne l'a pas évoqué aujourd'hui, mais il y a l'appel à candidature pour le label Mare Remarquable qui est en cours. Celui-ci se clôturera le 15 janvier 2026. Et vous rappelez 2 dates qui ont été évoquées aujourd'hui. La clôture du prochain appel à candidature pour la reconnaissance territoire engagé pour la nature
le 15 janvier 2026 et la clôture de l'appel à manifestation d'intérêt présenté par Jules le 30 janvier 2026. Au niveau national, 2 informations plutôt par rapport avec échéance le mois de février. Donc, tout d'abord, la Journée mondiale des zones humides. Donc, cette journée, c'est le 2 février, mais pendant tout ce mois de février, vous pouvez organiser et inscrire des événements en faveur de la sensibilisation, de la protection, de la restauration des zones humides via la plateforme nationale, sachant que cette année, le thème, c'est zones humides et savoirs traditionnels, célébrer le patrimoine culturel. Également, vous informer que vous pouvez candidater au concours Capitale française de la biodiversité jusqu'au 27 février 2026 et que le thème de cette année, c'est restaurer la nature. Donc, l'idée, je vais aussi vous mettre ces liens dans le chat de manière à ce que vous puissiez les avoir en direct. J'en ai déjà mis 2. Jenny, j'ai déjà mis celui sur les. J'ai déjà mis le label Mars remarquable et la conférence technique du CEREMA. J'avais prévu un truc un peu mince, il y a eu plus. Ouais. J'ai copié plus que je ne voulais. Bon, c'est pas grave, vous aurez des infos sur la journée mondiale des zones humides en plus et son origine et d'où elle vient. Donc, au niveau du webinaire, on est arrivé au bout de ce que nous souhaitions vous présenter. Je vérifie, je ne sais pas si Jules, toi, tu as pu voir aussi s'il y avait eu d'autres questions entre-temps dans le chat. Je crois en avoir vu une. Il y avait une question. Est-ce que le développement des déplacements doux avec aménagement urbain peuvent être intégrés dans ces accompagnements financiers? Alors, un petit peu comme ces questions aussi sur les énergies renouvelables, on est sur des actions qui peuvent indirectement être favorables à la biodiversité, mais qui ne sont pas sur une porte d'entrée directe biodiversité. Donc, on vous invite en effet, au niveau du fonds vert, à regarder les autres dispositifs que sont transition écologique, voir si ce type d'action peut être éligible. Et également au niveau du FEDER, comme vous l'avez évoqué, de pouvoir consulter les différents items du DOMO. On est sur ce grand champ que peut être en effet mobilité douce et adaptation des territoires. Donc, ça peut être à vérifier. On peut, hélas, ni vous donner un oui aujourd'hui, mais il y a eu des dispositifs en effet qui finançaient ce type d'action, donc ça mériterait d'être regardé de plus près. Ah bah, il y a eu des éléments de réponse en direct par aussi Julie. Benjamin Lamidel de l'Adréal partage aussi un appel à manifestation d'intérêt de l'Office français de la biodiversité sur développer un projet visant à renforcer les liens intergénérationnels autour des enjeux de la biodiversité et de la relation aux vivants. Donc, en effet, c'est une info complémentaire et différent aussi. Alors, il y a différents dispositifs qui existent aujourd'hui au niveau national via l'Office français de la biodiversité. Donc, merci à Benjamin parce qu'il vous a aussi complété ces infos en vous les partageant en direct dans le chat. Ce qu'on pourra aussi faire en faisant le mail d'envoi de la présentation. On vous mettra ces différents liens qui ont pu être partagés aussi directement dans ce chat et informations complémentaires à ce qui figurait sur les diapos aujourd'hui. Je remercie les intervenants pour leur participation et les présentations qu'ils ont pu faire. Et en plus, Benjamin nous fait part que c'est information toute fraîche d'hier. L'intérêt aussi de ces temps d'infos avec vous, d'essayer de vous partager et de vous faciliter l'accès à ce type d'infos. Il y a une dernière question sur, je pense, oui, fonds vert. Est-ce que les pré-dossiers potentiels éligibles au fonds vert sont à déposer sur démarche simplifiée au titre de la contribution volontaire à la feuille de route de la COP 25? Benjamin, je te laisse répondre dans le chat en direct. Sachant que normalement, Benjamin, si tu réessayes, peut-être que tu peux activer micro et caméra. Non, c'est que dans le bureau, il m'a mis un message, je sais que dans le bureau où il est, c'est compliqué de prendre la parole. Il n'y a pas de souci.
Donc, merci à tous aussi de votre participation et puis pour les différentes questions. Le sujet intéresse et on confirme aussi l'intérêt de pouvoir vous aiguiller et vous apporter un premier niveau de réponse. Même si, comme on vous l'a dit, on ne pourra pas répondre à toutes les questions de manière fine et précise, mais le but, c'était au moins de vous partager les différents liens et contacts vers qui aussi vous adresser plus finement. Donc, merci à tous et je vous propose de clore ce webinaire.